Est-ce que vous connaissez Fantomas? Cette série de 3 films avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène de Mongeau. Le premier film, du même nom, est sorti en 1964. Le second opus, Fantomas se déchaîne, en 1965. Et le dernier, Fantomas contre Scotland Yard, en 1967. Le premier film est un succès, avec 4 millions d'entrées en France, et les suites rencontrent le même succès auprès du public. Un 4e film est prévu, se déroulant en Russie. Pour l'anecdote, le film Fantomas est un énorme carton en Russie. 45 millions d'entrées. Il est classé 77e des 100 films ayant eu le plus de succès en URSS. Malheureusement, on ne verra jamais ce 4e film en Russie, car le projet est coupé net par un procès. La société Gaumont, qui produit les films, est attaquée en justice par Marcel Alain. Marcel Alain, c'est un des 2 auteurs de la saga de romans Fantomas, desquels sont inspirés les films. Mais Une Belle, le réalisateur, le dit lui-même, c'est une adaptation très libre, bien loin des romans initiaux. Suffisamment loin pour que Alain gagne le procès et soit dédommagé de 100 000 francs. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, des romans Fantomas, de la naissance de Fantomas et de la différence entre les films et les livres. C'est en 1911 que naît Fantomas, de l'esprit de 2 hommes, Marcel Alain et Pierre Souvestre. Ils sont tous les 2 journalistes et ont passé un contrat avec la maison d'édition Artem Fayard. Le deal est le suivant: un roman par mois de 350 pages qui sera vendu au prix de 65 centimes. C'est ainsi que naît Fantomas, un criminel mystérieux capable de se grimer pour protéger son identité et qui est aussi insaisissable que cruel. Il est traqué par Juve, un policier parisien, et Fandor, son ami journaliste. À l'époque, Souvestre et Alain enregistraient les romans en les dictant et ils étaient ensuite tapés par des dactylos de nuit. Ils trouvaient l'inspiration un peu partout, notamment dans l'actualité de l'époque et dans des faits divers. C'est un succès pour cette série de livres, du côté populaire comme du côté des intellectuels. Fantomas sera notamment cité dans des poèmes par Pablo Neruda, Jean Cocteau. Apollinaire était également un grand fan et faisait partie de la Société des Amis de Fantomas qui peignait des mains rouges sur les murs de Paris. À noter également que Magritte a peint une série de tableaux sur Fantomas, dont Retour de flamme qui reprend la première couverture du livre. On est à une époque durant laquelle les personnages atypiques sont à leur apogée, comme Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, qui voit le jour en 1905, et Sherlock Holmes, créé par Conan Doyle en 1887. Et finalement, Marcel Alain n'est pas en tort quand il accuse Gaumont de dénaturer son œuvre, puisque les films n'ont quasiment rien à voir avec les livres, en dehors des noms des personnages. Fantomas tout d'abord. Pas de masque bleu ou de déesse volante. Dans les romans, Fantomas est un méchant, un vrai. Maître dans l'art du maquillage et du déguisement, il n'hésite pas à prendre l'identité d'autres personnes. Là-dessus, les films sont assez similaires. C'est réellement sa cruauté, finalement, qui dénote de l'adaptation cinématographique. Souvestre et Alain n'y vaut pas de main morte sur la violence et certains passages sont carrément choquants. Juve est très différent également. De Funès l'a interprété à sa manière et lui a donné un côté comique et ridicule. Il y a un fondu dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quelle horreur! Laisse-moi parler, mon Dieu, il y a un fondu dans ma chambre. Dans ma chambre? Non, dans la mienne. Dans la mienne, oh, quelle horreur! Quelle horreur! Rien à voir avec le personnage du roman qui est calme, réfléchi, courageux et ingénieux. Pour Jérôme Fandor, c'est mieux réussi. On retrouve le journaliste courageux, un peu tête brûlée des livres. Du fait des changements dans la personnalité de Juve, leur relation est quand même assez modifiée dans les films et c'est assez dommage. On perd complètement l'aspect un peu père-fils de leur rapport qu'on peut retrouver dans les romans. Hélène, c'est pour moi celle qui a le plus souffert des films de Une Belle. Complètement transparente, elle sert juste de fiancée de Fandor. C'est une réelle perte, car dans les romans c'est un personnage fort, déterminé, qui ne recule devant rien, et qui a un vrai arc narratif intéressant à suivre. Et tous les autres,
notamment les associés de Fantomas qui l'aident dans ses crimes, comme le Bedeau, la Toulouche. On perd totalement tous ces personnages. Fantomas est très aidé dans ses romans. Il ne fait pas ses coups seul, il est entouré, aidé. Les déguisements sont un point commun entre les films et les livres, puisque Fantomas porte des masques dans les films. Alors, le premier faux professeur Lefebvre était le journaliste Fandor. Bon, le vrai professeur était resté à Paris, on n'en parle plus. Quand le deuxième faux professeur Lefebvre est arrivé, on pouvait croire que c'était le vrai. Mais pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, enfin bon sang. Dans les romans, il se maquille et porte des perruques plutôt que réellement des masques. Mais ce n'est pas le seul à le faire, loin de là. Ils se déguisent tous assez régulièrement, que ce soit Juve ou Fandor, ce qui donne des situations assez rocambolesques dans les romans. Il arrive qu'on débute une nouvelle histoire avec des personnages inconnus et qu'on finisse par découvrir que Fantomas ou Juve étaient en fait déguisés depuis le début. Entre 1911 et 1913, il y a eu 32 romans de publiés. Ils peuvent se lire de façon indépendante, même s'il y a des fils rouges entre certains tomes et qu'on retrouve régulièrement les mêmes personnages. Les liens ou les événements passés sont rappelés durant le récit, ce qui facilite la lecture. Personnellement, j'ai commencé à lire au tome numéro 21 sur 32 et je n'ai pas eu de mal à rentrer dans l'histoire. Ce sont des super romans, j'adore en lire à la période de Noël. C'est très bien rythmé, on ne s'ennuie pas et c'est un plaisir de suivre les aventures de tous ces personnages. À savoir qu'après la mort de Souvestre, Alain a relancé les aventures de Fantomas, qui étaient terminées, et a rajouté 11 histoires supplémentaires à partir de 1926. Si ça vous intéresse de découvrir les aventures de Fantomas, de Juve et de Fandor, les romans sont trouvables d'occasion sous forme de recueil, aux éditions Bouquins notamment. Et si vous en voulez encore, malgré les films de Une Belle et les livres, sachez que Louis Feuillade a réalisé une première série de 5 films en 1913 et que les aventures de Fantomas se sont récemment déclinées en BD. Écrite par Olivier Bocquet et illustrée par Julie Rochelot, le premier tome, Les Bois de la Justice, est sorti en 2013. C'est un magnifique hommage au roman puisqu'ils reprennent un certain nombre de péripéties écrites par Souvestre et Alain. C'est beaucoup plus proche des romans que des films par exemple. Je les ai lus il y a peu, j'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve qu'on retrouve très bien l'essence de Fantomas qui était donnée par les romans. En tout cas, si vous cherchez des romans d'aventure avec énormément de péripéties, beaucoup de personnages au caractère bien trempé, beaucoup d'aventures, des voyages, parce que dans les romans Fantomas, les personnages voyagent beaucoup, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous pouvez foncer sur les romans Fantomas sans hésiter. Et pour vous mettre encore un peu plus l'eau à la bouche, je vais vous lire les premières lignes du tout premier roman de Fantomas. Fantomas, vous dites ? Je dis Fantomas. Cela signifie quoi ? Rien et tout. Pourtant, qu'est-ce que c'est ? Personne, mais cependant quelqu'un. Enfin, que fait-il ce quelqu'un ? Il fait peur. Le dîner venait de s'achever et l'on passait au salon. Depuis un temps immémorial, pendant le long séjour qu'elle faisait chaque année à son château de Beaulieu, au nord du département du Lot, à la lisière de la Corrèze, dans cette pittoresque région que borde la Dordogne, la marquise de Langrune, pour charmer sa solitude et conserver ses relations, recevait régulièrement à dîner, chaque mercredi, quelques-unes de ses intimes du voisinage. Le président Bonnet, ancien magistrat retiré aux environs de Brive dans une petite propriété située à la lisière du bourg de Saint-Jory. L'abbé Sicot, curé de la commune, qui était également l'un des assidus du château. Il y avait aussi, amie plus intermittente, la baronne de Vibray, jeune veuve, indépendante et riche, qui, adorant les voyages, passait le plus clair de son temps sur les grandes routes, en automobile. Enfin, la jeunesse était représentée par le jeune Charles Rambert, arrivé depuis 48 heures au château, gentil garçon de 18 ans environ, que traitait affectueusement la marquise, et par Thérèse Auvernois, la petite fille de Madame de Langrune, à laquelle depuis la mort de ses parents, la marquise servait de mère.
Les propos étranges et mystérieux que venait de tenir le président Bonnet au sortir de table et la personnalité de ce Fantomas que n'avait point précisé le magistrat intriguaient son entourage, et tandis que la petite Thérèse Auvernois servait gracieusement le café, les questions se firent plus pressantes. Le président Bonnet commença. « Si nous interrogeons, mesdames, la statistique, elle nous apprendra qu'au nombre des morts qu'on enregistre quotidiennement, il s'en trouve au moins un bon tiers qui sont dus à des crimes. Vous savez comme moi que la police découvre environ la moitié des crimes qui se commettent et que c'est à peine si la justice en punit la moitié. Où voulez-vous donc en venir ? Interrogea curieusement la marquise de Langrune. À ceci, répondit le magistrat qui poursuivit. Si de multiples attentats demeurent insoupçonnés, il n'en est pas moins évident qu'ils ont été commis. Or, si certains ont pour auteurs de vulgaires criminels, d'autres sont dus à des êtres énigmatiques, difficiles à découvrir, trop habiles ou trop intelligents pour se laisser prendre. Les annales historiques regorgent d'anecdotes sur des personnages mystérieux. Le masque de fer, Cagliostro. Or, faut-il imaginer qu'à notre époque, il n'y a plus d'émules de ces puissants malfaiteurs ? L'abbé Sicot éleva doucement la voix pour observer. La police est beaucoup mieux faite de nos jours qu'autrefois. Sans doute, reconnut le président. Mais son rôle est plus difficile aussi que jamais. Les bandits de haute envergure ont, pour exécuter leur forfait, beaucoup de moyens à leur disposition. La science, si favorable au progrès moderne, peut à l'occasion, hélas, devenir un véritable collaborateur des criminels. Par conséquent, les chances s'égalisent de part et d'autre. Le jeune Charles Rambert, qui écoutait avec une attention extrême l'exposé du président, insista d'une voix blanche légèrement émue. « Et alors, monsieur, vous nous parliez de Fantomas tout à l'heure ?»« J'y arrive, en effet, car vous m'avez compris, n'est-ce pas, mesdames ? Désormais, il faut que notre époque enregistre à son actif l'existence d'un être mystérieux et redoutable, auquel les autorités aux abois et la rumeur publique ont déjà depuis pas mal de temps donné le nom de Fantomas. Fantomas. Il est impossible de dire exactement, de savoir avec précision qui est Fantomas. Il s'incarne tantôt dans la personnalité d'un individu déterminé, voire même connu, tantôt il affecte la forme de deux êtres humains à la fois. Fantomas, il n'est nulle part et il est partout. Son ombre plane au-dessus des mystères les plus étranges, sa trace se trouve autour des crimes les plus inexpliqués. Et cependant... Voilà pour ces premières pages de Fantomas. C'est écrit globalement comme ça tout le long, ça se lit super facilement, c'est hyper intéressant. Foncez si ça vous donne envie. Et si vous les avez déjà lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, lequel est votre préféré. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Des livres et des lettres pour parler de littérature. À bientôt.